Il y avait par exemple en Herzégovine, du côté de Mostar, un Français, je crois qu'il était de Pau, un monsieur déjà retraité, qui s'était installé pour une partie de l'année au sud de Mostar, donc descendant vers l'Adriatique, vers le petit coin de Neum, tu sais, qui touche la mer, et qui s'était mis à faire des confitures. Parce que l'Herzégovine est riche en fruits. Et il a été victime de son succès. Et ses confitures s'arrachaient. Il n'y a plus assez de fruits. Et on parlait des confitures de ce monsieur jusqu'à Sarajevo. Et ce truc était pour moi absolument incroyable. Et j'ai souvent parlé de ça quand j'étais député. Et quand je rentrais à Paris, où souvent mes collègues en termes de développement économique français parlaient de oh, on va vendre un Airbus, on va vendre des Rafales. Et puis moi j'étais avec mes pots de confiture en disant, parce que le gars m'en avait offert en plus en disant regardez, je vous ramène de la confiture de Bosnie-Herzégovine. Mais c'était un type passionné, qui a jamais imaginé en prenant sa retraite en Herzégovine qu'il allait terminer industriel en confiture, tu vois. Et ça, c'est des moments qui m'ont marqué. Bienvenue sur le podcast de Haïdé.fr pour mettre en lumière les tendances ainsi que les enjeux culturels et sociétaux des régions de l'Est de l'Europe. Je m'appelle Thibaut Boudot, je suis le fondateur de Haïdé Créative et je vous invite à voyager avec nous de la Grèce à la Russie en passant par les Balkans et l'Europe centrale. Loin des clichés et stéréotypes que beaucoup s'en font, nous allons casser ce rideau de fer culturel qui sépare encore l'Est et l'Ouest de l'Europe, car nos pays et régions en pleine mutation regorgent d'initiatives positives. Mais avant de commencer notre voyage, répondons à la question que tout le monde se pose. Que veut dire Haïdé ? Il s'agit d'un mot emprunté à la Turquie ottomane, très utilisé dans nos pays, qui signifie « allons-y ». Alors attachez votre ceinture et embarquez avec nous, destination l'Europe de l'Est. Bonjour Pierre-Yves, comment vas-tu ? Bonjour, ça fait plaisir de se retrouver. C'est vrai que ça faisait quelques temps. Quelques bonnes années du côté de Berlin. Tout à fait. Mais l'avantage des réseaux sociaux, c'est qu'on perd jamais la trace. C'est vrai. Alors Pierre-Yves, est-ce que tu peux te présenter et nous dire quelques mots sur ce que tu fais dans la vie ? Alors, je suis Pierre-Yves Leborgne, j'ai 57 ans aujourd'hui. Je suis directeur c'est en anglais, Membership and Governance du Comité européen de normalisation, le CEN. C'est une fonction que j'ai pris il y a maintenant 1 an, tout en ayant créé par ailleurs une entreprise il y a 4 ans de conseil en développement durable et très particulièrement de conseil en création de parcs solaires agrivoltaïques, parce que sous les panneaux solaires et entre les panneaux solaires, il y a des cultures et de l'élevage animal. Donc j'ai ces 2 activités, l'activité de salarié comme numéro 2 du Comité européen de normalisation, puis cette activité de conseil. Je suis par ailleurs un ancien parlementaire, j'ai été député des Français de l'étranger pendant 5 ans, dans une zone qui t'est chère, hein, Thibaut, dans l'Europe centrale, l'Allemagne et les Balkans occidentaux. Ma vie est une vie de juriste international, depuis ma sortie des études, il y a maintenant un bon bout de temps. J'ai toujours travaillé dans le secteur international, secteur multinational la plupart du temps, d'ailleurs pour des entreprises essentiellement américaines, jusqu'à mon entrée dans la vie publique il y a 10 ans. Oui, puis comme tu le disais un peu plus tôt, on s'était rencontrés à Berlin, dans la politique à l'époque. Tout à fait. Mais ça remonte à 2009 2010, oui, tout à fait. 2010-2011. Parce que je m'étais associé, j'avais rejoint la section de Berlin du Parti socialiste il y a 12-13 ans. Ouais. C'est vrai que j'en parle pas souvent dans mes podcasts ou sur mes sites internet, mais j'ai été moi aussi encarté au Parti socialiste pendant quelques années. Mais c'est pas seulement pour ce sujet-là, en tout cas, que je t'ai invité. Je t'ai invité aujourd'hui, donc, comme tu le disais, parce que tu as été député de la 7e circonscription des Français de l'étranger, qui regroupe notamment, donc, quasiment la plupart des pays dont on parle sur Haïdé. Donc, tu as été député entre 2012 et 2017. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de cette expérience ? C'est une expérience que je chérirai toute ma vie. C'est certainement
l'un des moments de vie les plus riches que j'ai pu connaître. J'étais pas destiné à devenir un homme politique. Les circonstances l'ont fait ainsi. En 2008, la Constitution a été révisée en France et 11 sièges de députés des Français de l'étranger ont été créés à l'intérieur des 577 sièges de l'Assemblée nationale. Et comme je dirigeais à ce moment-là la Fédération des Français à l'étranger du Parti socialiste depuis déjà plusieurs années, l'idée a fait son chemin de ce que je puisse être l'un des candidats. Je suis arrivé à cette idée en me disant, oui, après tout, j'avais 20 bonnes années de vie professionnelle derrière moi, m'ayant amené à courir à peu près la planète dans tous les sens. Je résidais en Belgique, mais ma vie professionnelle était essentiellement allemande, et je me suis dit que je pouvais aller tenter ma chance dans l'Europe centrale, les Balkans qui me fascinaient, sachant que j'avais pour moi la connaissance du monde germanophone et de la langue, mais je n'avais pas la connaissance des langues des pays d'Europe centrale et balkanique. Et puis je suis parti ainsi à l'aventure, j'ai gagné l'élection, j'ai siégé ensuite pendant 5 ans à la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale, donc en phase directe avec les sujets qui touchaient ma circonscription au plan diplomatique, à tout le moins, économique beaucoup aussi. Et puis je voyageais énormément dans la circonscription. Quand j'ai calculé mon empreinte carbone, d'ailleurs à la fin de la législature, j'étais à la fois fier de montrer que j'avais beaucoup bossé, mais j'étais pas très fier du nombre de tonnes de CO2 que j'avais mis dans l'atmosphère en faisant mon job. Ça m'a amené à aller partout, dans les capitales des États, notamment des Balkans occidentaux, mais bien plus loin que les capitales, à aller dans des villes et parfois des petits villages et toucher des réalités qui sont pas des réalités diplomatiques, mais très profondément humaines, sur lesquelles j'ai essayé d'avoir un impact pour aider les gens collectivement et individuellement. Et ça reste pour moi une immense fierté. J'aurais aimé que ça dure un deuxième mandat, mais la vie publique fait que ça n'a pas été le cas. Mais je continue à conserver une affection pour cet espace géographique et à m'y intéresser aussi. Tu vois, il y a quelques heures travaillant pour justement le Comité européen de normalisation, j'étais sur l'adhésion de l'Albanie et du Monténégro au Comité européen de normalisation en accompagnement de leur demande d'adhésion auprès de l'Union européenne. Donc quand on a mis le demi-doigt là-dedans, on y passe entier. Les sujets sont divers et variés sur ces régions-là et je vois qu'ils ne te quittent pas du coup. Oui, tout à fait. Alors, est-ce que tu avais un lien avec les ambassades, les instituts français ou les alliances ? J'en avais pas au plan organique en raison de la séparation des pouvoirs, moi parlementaire et eux émanation de nos pouvoirs exécutifs. Mais ce lien, je l'ai créé comme député, puisqu'à chaque fois que je me déplaçais, systématiquement, j'allais rendre visite aux alliances, aux instituts, aux lycées français, à toutes les écoles, et parfois les écoles locales aussi, hein, et en particulier dans les Balkans occidentaux, où existent des filières bilingues qui remontent à plusieurs décennies, que j'ai été voir. Donc oui, systématiquement, dans tous les coins où je suis passé, tous les endroits d'Europe de l'Est et des Balkans, j'ai visité les instituts culturels et les alliances. Je pense que j'en ai manqué aucune. Est-ce que alors c'est pas une question que j'avais préparée, celle-ci. Est-ce que... alors je vais pas parler non plus d'appauvrissement du rayonnement français dans ces pays-là, mais est-ce que tu as remarqué une différence ? Je pense que tu as beaucoup voyagé aussi, même avant d'être député. Est-ce que tu as pu voir une différence sur les instituts entre il y a quelques années et ce que tu as vécu pendant ta députation ? Oui, je l'ai senti parce que l'État faisait attention à la dépense publique, ce qui est bien normal. Et il m'est arrivé plusieurs fois, si on retrace mes interventions dans l'hémicycle ou en commission et même les vidéos, parce que finalement tout ça aujourd'hui reste, d'interpeller le gouvernement sur des chutes de crédit que j'estimais injustifiées ou malheureuses pour des raisons politiques. Il m'est arrivé d'intervenir, parfois de gagner des combats. Berlin nous est cher à tous les deux. Je ne vais pas dire que j'ai du tout sauvé tout seul la Maison de France, mais j'en ai pris ma part quand il a été question de la vendre, il y a bientôt 10 ans. Puis j'ai aussi beaucoup combattu. Je suis en train de penser à la Bosnie,
Quand l'idée était apparue, je crois que c'était à la fin 2014, de fermer les antennes de nos représentations culturelles du côté de Banja Luka et de Mostar, en disant que dans la structure politique complexe de la Bosnie, qui reste quand même super explosive par plein d'aspects, ce serait un bien mauvais signal que de dépeupler culturellement la présence française dans la République serbe de Bosnie et dans la partie herzégovine du pays. C'est des exemples, tu vois, réfléchissant à notre échange aujourd'hui, je me suis aperçu que dans des endroits perdus, mobilisant même les crédits que j'avais comme député, puisqu'à l'époque il existait une réserve parlementaire, et j'avais 130 000 euros par an, ce qui est un peu dingue hein, quand on y pense, à distribuer selon mon bon vouloir, c'est-à-dire que je donnais les sous des gens. J'ai quand même mis beaucoup sur les instituts culturels. Parfois pour les aider à se moderniser, parce que parfois c'était juste un peu triste, hein, ou à compléter un fonds de bibliothèque, ou à sauver des bouquins. Par exemple, et c'est un truc dont je suis vachement fier, au début de mon mandat, visitant l'Institut culturel français de Bonn, en Allemagne, je me suis aperçu qu'il était fermé et qu'on avait demandé de détruire les bouquins qui étaient à l'intérieur. 10 000 livres, à peu près. Et j'ai mis un deal sur la table en disant, je vous aide à moderniser tout ce qu'il faut, et je vous mets les sous là-dessus, et on rouvre. Et en retour, vous détruisez pas les bouquins et on les envoie dans les Balkans. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai mis beaucoup de sous, et après j'ai été inauguré d'ailleurs une médiathèque vachement neuve. Et puis tous les livres sont partis à Sarajevo, pour l'essentiel, pour en tout cas les bouquins pour enfants et ados, au Collège international français de Sarajevo, et pour ceux qui étaient plus pour adultes, dans les bibliothèques de Bosnie-Herzégovine, et pas simplement à Sarajevo d'ailleurs, je tenais à ça, mais dans la diversité du pays. C'est ce type de contact que j'ai eu qui m'amenait à rencontrer régulièrement les directeurs et directrices d'instituts, le personnel aussi, à faire des réunions publiques dans les instituts, puisque je faisais à chaque voyage une réunion de compte rendu de mandat, et à profiter d'être dans un lieu où j'étais entouré de bouquins, qui est un peu mon monde, pour réunir les Français, ou les locaux d'ailleurs, qui voulaient m'entendre, et puis avoir un échange sur la fin sur des aspects de littérature, ou des choses qui faisaient qu'on légitimait aussi l'Institut ou l'Alliance. En 2015, moi, je m'étais rendu à Kraljevo, donc dans le sud de la Serbie, et avec une association que j'avais ici à Sainte-Foy-les-Lyons. Et on avait fait un don de livres à la bibliothèque de Sarajevo. Je sais que dans les pays des Balkans, en tout cas, il y avait un grand rayonnement de la France il y a quelques années. J'ai beaucoup d'amis serbes ou bosniens ou croates aussi qui avaient appris le français à l'époque. Donc des amis qui ont autour de 30 ans, donc qui ont appris le français dans les années 90. Et aujourd'hui, on l'apprend de moins en moins. Qu'est-ce qu'il en est du rayonnement de la France dans ces pays ? Ce rayonnement demeure. J'ai jamais fait partie de ceux qui criaient au loup, tu vois, en disant une baisse de crédit est un effondrement total, définitif, absolument dramatique. Non, ce rayonnement demeure, ce prestige aussi d'ailleurs. Et je le vis positivement, tu vois, pas le côté grand siècle de nations un peu lourdes, mais beaucoup de modernité dans les programmations, par exemple, que les instituts ou les alliances mettent en place. Mais il faut reconnaître en parallèle une concurrence ou des concurrences dans chacun de ces pays. Et il est sûr que si on cède un pouce de terrain dans un pays, et notamment des pays disputés comme les Balkans occidentaux, on voit apparaître d'autres pays déjà présents ou très conquérants en termes d'influence culturelle. Je pense à la Turquie, je pense à l'Italie, quand on regarde l'Adriatique, l'Autriche, l'Allemagne. Enfin, ces jeux-là qui sont en général ceux qu'on retrouve à compter de la Bosnie, disons, descendant jusqu'à la frontière grecque. Et il faut garder ça en tête. Rien n'est jamais gagné. Il y a un prestige français. Il y a la volonté d'apprendre. Le souci d'ailleurs mis en avant d'aller chercher davantage d'autofinancement
à travers les cours, à mon avis, est sain, parce que ça pousse à affronter, à reconnaître que la concurrence existe et à affronter cette même concurrence et gagner. C'est pas parce qu'il y a de la concurrence qu'on perd. Hein. Mais on ne doit pas abandonner cet effort culturel à uniquement un souci d'autofinancement à travers les cours, ou considérer que c'est quelque chose qui relève du nice to do versus need to do, tu vois, que les Américains utilisent souvent comme expression, parce que cette influence est un soft power. Et on mesure dans des temps complexes comme ceux qu'on traverse en ce moment, y compris avec la guerre en Ukraine, combien le prestige construit année après année, décennie après décennie, voire même davantage, de notre pays est essentiel pour avoir une influence et pour aller chercher des valeurs progressistes et des résultats progressistes, à commencer par la paix. Oui, tout à fait. Alors du coup, la 7e circonscription des Français de l'étranger, elle compte 16 pays. Comment tu faisais pour couvrir cette zone géographique, pour rencontrer et répondre aux attentes de tous ces Français expatriés? Ah là là, c'était un défi de tous les jours. Oui. De tous les jours, et je pense que du premier jusqu'au dernier jour de mes 5 années de législature, j'ai affronté la complexité de cette organisation. Au risque d'ailleurs dans ce que je vais te raconter, d'apparaître maintenant daté, parce que 5 ans après, on a eu le Covid, la généralisation d'outils comme Zencastr ou Zoom, tu vois, qui font que, ou Teams même, on arrive à se parler, à communiquer sans plus voyager comme j'ai dû le faire et souhaité aussi le faire. Ce que je faisais était sur la base d'une semaine régulière à Paris les mardis, mercredis, puisque j'avais mes réunions de commission comme tous les autres députés. L'hémicycle, question gouvernement à l'époque mardi et mercredi, et puis les séances de nuit. Et j'essayais, partir du jeudi soir au vendredi sûrement, jeudi soir parfois, de me rendre en circonscription. Je devais, pour 2 à 3 voyages en Allemagne, j'en faisais 1 à 2 hors d'Allemagne. Donc j'essayais de surreprésenter la partie non germanophone ou non allemande, en laissant de côté l'Autriche, de la circonscription, afin d'aller au contact de compatriotes que je sentais plus isolés que lorsque j'allais voir les Français de Berlin, qui habitaient à 5 km de l'ambassade, qui avaient objectivement moins de problèmes que quelqu'un qui habite à Bitola, avec l'ambassade et les petits services consulaires en Macédoine du Nord à Skopje, tu vois. Et donc je prenais davantage de temps à due concurrence avec les pays la zone non allemande, c'est-à-dire 15 des 16 pays. Et j'ai tenu comme ça, sur la base d'une organisation qui faisait 11 mois sur 12. C'est-à-dire que je prenais le mois d'août pour me vider la tête, parce que arrivé à la fin du mois de juillet, session extraordinaire, j'avais du mal à me souvenir de comment je m'appelais, tu vois, à peu près. Mais après, c'était ce rythme-là, entrecoupé parfois par une présence plus longue à l'Assemblée nationale, parce qu'on s'était divisé, notre groupe parlementaire, les sessions les mois en 4, c'est-à-dire que une semaine sur 4, je devais rester plus longtemps et faire des séances de nuit jusqu'au vendredi matin. Mais j'ai tenu ainsi, et je suis allé dans tous les pays. Je suis allé au moins 3 fois dans chaque pays, y compris dans les petits. Je suis allé 3 fois au Kosovo, 3 fois en Macédoine du Nord, 3 ou 4 fois en Albanie, au moins 3 fois au Monténégro, et plus en Serbie, 3 fois en Bosnie, et en Bosnie avec un rapport parlementaire en fin de législature, Slovénie, Croatie, et puis je m'attachais à chaque fois aussi à ne pas aller seulement dans la capitale. Parce que l'idée, c'est vachement français, ça. Les Français sont dans la capitale parce que tous leurs enfants vont au lycée français, ce qui est juste n'importe quoi. C'est pas vrai du tout. Au maximum, un enfant français sur 3 à l'étranger est scolarisé dans le réseau français, ce qui veut dire que 2 sur 3 sont ailleurs. Et donc j'essayais d'aller voir les gens loin. Ça m'a amené à Korça, par exemple, en Albanie, ou à Plovdiv en Bulgarie, à Varna 2 fois en Bulgarie aussi, à Brasov, à Timișoara, à Cluj. Je suis en train de penser, bien sûr, sur la côte d'Almat, c'est pas simplement à Zagreb pour la Croatie. Et
et puis dans d'autres endroits comme Brno en République tchèque, tu vois. Et j'ai un regret en Slovaquie, où tu étais il y a pas longtemps, de ne pas avoir eu le temps d'aller à Košice. Je me l'étais juré et j'ai pas réussi. J'ai fait beaucoup la Silésie, euh, dans le sud de la Pologne. J'ai le regret en Pologne de ne pas être allé sur la Baltique. J'aurais dû aller à Gdansk, j'ai jamais réussi. Mais partout, parce que je m'organisais pour ça. Tu vois, j'utilisais la liste électorale consulaire qui était à ma disposition comme député, sur laquelle je trouvais des adresses mail des compatriotes, et puis je leur envoyais un mail en disant je vais être pour 2 jours dans telle ville à proximité de chez vous. Je vais faire une permanence, donc si vous voulez me voir individuellement, cliquez sur ça et on prend rendez-vous. Si vous voulez m'entendre plus collectivement sur un compte rendu de mandat, une réunion libre, ça sera à tel jour, à telle heure. Et puis, je donnais mon programme en disant, je vais aller voir le lycée, je vais visiter telle entreprise. Souvent, j'allais voir aussi le Parlement national ou un élu municipal quand je n'étais pas dans la capitale, parce que je siégeais en parallèle à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Donc, j'avais souvent des collègues parlementaires du pays où j'allais, qu'il m'arrivait de retrouver, comme je l'ai fait par exemple au Parlement serbe, où j'ai eu plaisir à retrouver ceux que je voyais à Strasbourg une fois tous les 3 mois, tu vois. Et ces trucs-là, j'y tenais beaucoup. C'était bien de voir les gens dans leur monde et dans la diversité de leur monde. Mais ça demandait une organisation limite monastique, hein, par moment. Et je repense souvent à ça. Quand ça s'est arrêté, j'ai eu un moment de relâchement, ce qui est normal, tu vois. Et puis le temps passant, maintenant, je me dis comment j'ai pu faire ça. Quelle pouvait être l'élément de stamina qui fait qu'on tient comme ça, on fonctionne comme des lapins Duracell. En fait, moi, j'ai l'impression d'être comme ça. Et 2 ou 3 fois, la pile était usée, puis je me suis retrouvé avec la grippe, tu vois. Mais c'était les nuits à l'Assemblée, c'était des nuits de 4-5 heures. Dans le canapé de mon bureau, hein. On imagine souvent des vies de députés à tort, plutôt confortables. C'est pas dramatique du tout. Le canapé était bien, mais enfin je dormais dans mon bureau et j'avais une douche collective avec mes collègues à 7 étages en dessous. Ça faisait un côté résidence universitaire, tu vois, un côté potache, ce qui est sympa. Hein. Mais à la 3e matinée où tu vas prendre ta douche collective, tu commences à regretter ta salle de bain, tu vois. Donc ça aussi, c'était la vie de député. Je me souviens que tu m'avais fait une visite aussi de l'Assemblée nationale il y a quelques années, ouais. qui était très intéressante. Mais j'aimais bien quand les gens venaient, tu vois. Et ça me faisait plaisir, pas simplement d'aller voir les gens, mais de les recevoir et de les promener dans les couloirs de l'Assemblée, de les amener en séance, tu vois, parce que j'avais je crois que c'était 2 cartons d'invitation pour chaque séance, qui la plupart du temps servaient à rien du tout. Tu vois. Donc quand quelqu'un m'appelait ou disait peut-être que je vais venir, je disais ouais, venez, il y a le carton, et puis comme ça vous verrez les questions au gouvernement, qui a un côté un peu jeu du cirque. Mais il m'est arrivé qu'il y ait des gens qui soient intéressés par un thème, et ça c'était vachement bien, tu vois, qui me disent non, j'ai envie de voir la construction de la loi. Quand il reste plus que 20 personnes dans l'hémicycle, et qu'il n'y a pas du tout le décorum habituel des gens qui crient, mais gens qui littéralement avec un crayon écrivent la loi. Et c'est les moments les plus passionnants. Et j'étais heureux de les partager vraiment avec des gens comme toi qui venaient visiter. Et tu étais bien entouré aussi à l'époque d'assistants parlementaires? Oui, tout à fait. Il y avait Cyril Mallet qui s'occupait de la partie non allemande de la circonscription, et donc des Balkans, de l'Europe de l'Est. Gabriel Richard Mollard, que tu as connu à Berlin, qui lui s'occupait de l'Allemagne. Puis ensuite, Gabriel est parti au Parlement européen. Puis j'ai eu Laurent de Châtre, qui a pris la suite de Gabriel à partir de 2015 sur les mêmes sujets. Et puis j'avais dans mon bureau à Paris Dorothée Bellage, qui était un peu ma, entre guillemets, chef de cabinet, parce que c'est elle qui gérait l'agenda et qui avait une connaissance intime, profonde et géniale de toute la vie de l'Assemblée nationale, tous les trucs que tu ne connais pas quand t'arrives, tu vois. Et Dorothée, pour moi, a été une ressource considérable. Et c'était une bonne équipe. Plus, chaque année, un ou une stagiaire allemande, parce que je m'étais attaché comme président du groupe d'amitié France-Allemagne à l'Assemblée pendant 5 ans, à avoir une présence allemande au moins 6 mois par an dans mon équipe. Et comme ça, j'ai eu une collection de 5 stagiaires allemands qui était juste incroyable.
Et au niveau de la vie de famille, t'arrivais à garder du temps pour ta famille? C'était le défi. En plus, 2 de mes 3 enfants sont nés pendant le mandat. Donc, je m'étais fixé une règle, c'est de n'être jamais absent le week-end. Et j'ai jamais manqué à cette règle. Et les fois où j'ai dû aller en circonscription le week-end, je les ai pris avec moi. Ce qui fait que 2 ou 3 fois, d'ailleurs, mes enfants sont apparus dans des reportages télévisés ou des trucs comme ça, alors qu'ils étaient dans des berceaux ou des petites poussettes. L'un de mes fils est apparu live lors de la cérémonie des 100 ans de la bataille de Verdun. Et dans ma famille, les gens regardaient, mais ils savaient pas qu'ils allaient le voir. Ils savaient que j'étais là-bas. Mais quand ils ont vu apparaître mon fils avec un petit tricot Armor Luxe, avec la marinière de Montebourg, ils se sont dit, mais c'est lui, tu vois. Oui, mais j'ai veillé à ce que mes enfants et mon épouse, bien sûr, ne souffrent pas ou pas de trop de mes absences. Et j'expliquais ça en circonscription, parce que les gens me demandaient sincèrement, en disant, mais comment vous faites? 2 ou 3 disaient, mais pourquoi on vous voit pas le samedi et le dimanche? En disant, mais parce que je suis pas célibataire et je défends l'idée qu'un bon parlementaire, c'est quelqu'un d'équilibré. Mhm. C'est pas quelqu'un qui habite avec une valise. Sinon, vous devenez à moitié dingo. Et donc, il y a un moment où on doit savoir plutôt, tirer un trait et fermer une porte pour se régénérer et puis quand on ouvre la porte pour repartir, on est en bonne forme. Parce que le but, c'est pas d'arriver à plat à des réunions aussi. Tu vois, j'ai un souvenir, parce que tu es à Sainte-Foy-les-Lyons, d'avoir fait un truc une fois dans mon mandat qu'ensuite je n'ai plus jamais refait en connaissance de cause. J'ai fait un discours vers 1h du matin à l'Assemblée nationale. Le discours devait avoir lieu à 19h. Puis l'agenda a dérivé. Je suis allé à la tribune à 1h. J'ai dû aller me coucher vers 2h, me relever à 5h, parce que je devais prendre le premier TGV pour aller à Lyon, où je devais donner un discours à 9h du matin devant le congrès annuel des notaires de France qui avait lieu à Sainte-Foy-les-Lyons. D'accord. Donc je suis arrivé à Lyon, j'ai pris mon taxi pour Sainte-Foy-les-Lyons, en ayant dormi 3 heures et l'adrénaline du débat dans ma tête encore pas complètement partie, tu vois. Face au notaire, je pouvais pas me rater. T'es pas dans les généralités face au notaire. Tu es précis sur le fond du droit, tu vois. Donc j'étais tendu et motivé. Et après, c'était un échange avec les notaires. Donc c'est pas simplement de donner le discours, mais de pas raconter des conneries dans les réponses, tu vois. Et puis de là, on m'a remis dans un taxi qui m'a amené à l'aéroport de Lyon. Puis j'ai pris un avion qui m'a conduit à Munich. De Munich, un taxi m'a amené dans les Alpes bavaroises, où je devais parler sur un tout autre sujet que devant les notaires et que la veille dans l'hémicycle, aux fonctionnaires bavarois réunis au séminaire annuel de Fischbachau, qui est une institution en Allemagne. Et donc, quasiment plus dormi depuis 24 heures, bien cuit, je passais d'un sujet à l'autre. Et quand on m'a remis dans le taxi pour me ramener le même soir à l'aéroport de Munich je crois que j'allais en Belgique, je pense que je me suis endormi alors que le taxi avait même pas encore quitté Fischbachau. Je me suis réveillé dans l'aéroport de Munich. Et plus jamais j'ai fait ça. Parce que j'ai eu du pot, rien n'est allé mal, mais ça peut foirer, tu vois, à force d'être crevé, tu peux oublier ta valise et puis ton discours dedans, ou te prendre les pieds dans les pinceaux, ou apparaître comme juste un étudiant fatigué à un examen, t'as plus les réponses. J'ai fait attention à bien cadrer l'organisation. Et est-ce que c'est pas trop compliqué de rencontrer les Français de l'étranger? On sait qu'il y en a énormément. Beaucoup sont pas forcément inscrits sur les listes. Beaucoup aussi qui sont inscrits sur les listes ne vont pas forcément voter. Est-ce que tu as pu en rencontrer beaucoup? Donc tu disais que tu les contactais directement par mail, mais est-ce que c'est pas trop compliqué justement? C'est compliqué, mais quand tu le sais, tu le comprends et tu l'acceptes, tu vois. Et c'est compliqué parce que en temps normaux, c'est en temps où il n'y a pas trop de soucis, quand tu fais des visites, tu vois pas des masses de gens. Et puis en temps tendu, compliqué, ou proche des échéances électorales aussi, là tu vois venir des gens. La plupart du temps bien disposés, parfois un peu relevés aussi. Hein. Et je me suis fait à ça.
Ce qui m'a aidé, c'est que depuis la fin de mon parcours d'études, j'ai toujours été un Français à l'étranger. Et puis en ayant eu un engagement politique progressif en termes de prise de responsabilité avant d'être élu député, j'avais l'habitude de ce genre de monde. Donc j'ai pas été surpris quand j'ai commencé le mandat des petites tailles, tu vois, d'auditoire que j'avais face à moi. Je m'y suis habitué. Il m'est arrivé de faire des réunions devant une ou deux personnes. Parfois, il m'est arrivé de mettre les pieds dans une salle qui était pleine de monde en me disant mais qu'est-ce qui s'est passé pour que les gens viennent m'écouter. En ayant presque en me disant ils ont dû se tromper. Et puis non, ils étaient venus pour moi, tu vois, c'est vachement flatteur. Et une seule fois, je suis arrivé dans une salle et il n'y avait personne. Et je me suis installé à la tribune, c'est un peu la honte. Hein. Il y avait un poster derrière moi qui annonçait ma visite, et puis il y avait une salle vide face à moi. C'est arrivé une fois, en 5 ans. Bon, c'est pas dramatique, mais les voir, c'était bien. Échanger en ligne est aussi important. Et je pense que pour celles et ceux des candidats de 2022, ces moments d'intimité sont moindres parce que par des outils comme Zencastr ou Zoom, aujourd'hui, on peut faire des réunions sans se déplacer, même si cependant, je pense que la réunion in situ est toujours meilleure que la réunion en ligne. On peut faire des permanences en ligne, ce que moi, à l'exception de une ou deux fois sur ce qui était le début de Skype, tu vois, j'ai fait, mais ça marchait moyennement, alors que maintenant, c'est un réflexe. Et donc le côté distance géographique que j'ai pu expérimenter il y a 10 ans, et c'est pas si vieux que ça, hein, il est moindre. Et c'est mieux. Ça veut dire qu'on peut toucher les gens, notamment une jeunesse qui se déplaçait pas à l'époque, et que j'avais du mal à récupérer. Voilà. Souvent, la moyenne d'âge des gens qui venaient dans mes réunions ou mes permanences, c'était facile 40 ans et plus. Et j'avais envie de voir les jeunes, à la fois les jeunes étudiants, les gens qui faisaient des parcours bidiplômants, qui étaient dans leur premier ou deuxième job, avec des familles binationales, biculturelles. Et c'était une malheureuse minorité de ce que je voyais. Alors que maintenant, je pense que par la mobilisation de l'outil électronique, ceux qui seront élus dans quelques semaines le feront mieux. Oui, c'est plus facile d'atteindre plus de monde grâce aux réseaux sociaux. Après, c'est vrai qu'aussi les jeunes qui sont étudiants Erasmus vont pas forcément prendre le réflexe d'aller s'inscrire sur les listes ou à l'ambassade. Du coup, donc la 7e circonscription des Français de l'étranger, elle compte les pays d'Europe centrale, d'Europe de l'Est et des Balkans. Est-ce qu'il y a un pays qui t'a marqué plus qu'un autre pendant ton mandat? Oui, et j'espère que ça sera pas mal compris par les pays que je ne citerai pas, tu vois. Il y en a 2-3 qui m'ont marqué, mais même plus, qui m'ont réellement touché. La Macédoine du Nord, qu'on n'appelait pas comme ça encore à l'époque. L'Albanie, clairement. Et d'une certaine manière, le Monténégro. C'est la même zone. Tu vois, des petits pays avec le sentiment à divers titres vécu par eux comme étant loin de tout. Ils m'ont marqué parce que, notamment lors de mes premiers voyages dans chacun des pays, les gens que j'ai souhaité rencontrer, qui m'ont donné des rendez-vous, notamment dans les autorités nationales, parlementaires, ministérielles, étaient totalement bluffés qu'un parlementaire français vienne. Tu vois. Et ça me désarçonnait quand je me souviens notamment d'une conversation un peu relevée en Albanie avec celle qui était à l'époque la présidente du Parlement albanais, Josefina Topina, quelque chose comme ça, je crois. Et la conversation était en anglais. Dans un restaurant de Tirana avec l'ambassadrice de France et quelqu'un qui est devenu après député, qui est Joachim Sonforget, et qui m'avait accompagné parce que Joachim a la particularité de parler albanais. Il connaît très bien le Kosovo et l'Albanie. Oui, exactement. Et donc la présidente, à un moment, s'emporte je sais pas trop pourquoi, c'est plutôt sympathique, et le dîner était bien, en disant mais vous
vous nous regardez de haut parce qu'on est des Albanais. Et moi, j'ai réagi tout de suite en disant, mais pourquoi vous pouvez dire un truc pareil? Vous avez face à vous quelqu'un qui est venu à Tirana exprès, si je suis venu à Tirana exprès, parce que je considère que vous êtes nos égaux. Il n'y a pas des gens plus européens que d'autres. Et l'Albanie a essuyé la dictature la pire qu'on puisse imaginer au XXe siècle. Elle a un besoin d'Europe qu'on voit quand on fait 3 pas dans la rue, et une envie. Et s'il y a un gars comme moi est là en Albanie, c'est pour vous aider, porter votre cause. Et ce truc-là, ce ressenti, on est loin, on est petit, ça me touchait, ça m'irritait un peu parfois en disant, mais arrêtez de vous lamenter sur votre sort, parce que en effet c'est comme ça, vous irez pas très loin. Prenez appui sur des gens comme moi, comme il y en a tant d'autres, qui aiment vos pays, qui aiment vos sociétés, vos artistes, vos hommes et femmes de littérature, vos paysages. Et c'est pour ça que l'Albanie m'a touché. Je vais te donner un exemple qui peut prêter presque à sourire, enfin qui même prête à sourire. Lors de ce premier voyage, qui était en hiver, début 2013, donc les jours étaient courts, on avait prévu à mon programme que j'aille inaugurer une bibliothèque de l'Alliance française à Libracht. Et je dis oui, bien sûr, mais je ne mesurais pas en Albanie que 80 km, c'est long. Et surtout quand il y a la montagne au milieu. Donc on a dû mettre 2 heures pour faire 80 km et arriver à Libracht. Et quand on est arrivé à Libracht, il y avait la nuit et des gens partout devant l'endroit où j'allais. Et c'était super impressionnant. Donc on est arrivé, on était en retard, mais les gens étaient vachement fiers qu'un député français ait fait tout ce chemin pour venir inaugurer la bibliothèque. Mais la bibliothèque, telle qu'on me l'avait présentée, moi je pensais que j'allais inaugurer une maison. Et en fait, c'était un meuble. C'est un meuble pour ranger des bouquins. Parce que c'est vrai, les 2 termes s'emploient. Tu vois. Et donc je suis allé à Libracht inaugurer un meuble. Et bon, mon discours était écrit de telle manière que ça s'adaptait aux deux. Et le bonheur des gens qui avaient si peu de moyens était mais hyper communicatif. Et ça me bouleversait, tu vois. Et il faisait un froid de gueux. Il faisait nuit. On était en retard, tu vois. Il y avait avec moi le directeur de l'Institut culturel français de Tirana, qui était l'ancien secrétaire de Johnny Hallyday, donc le mec look un peu rock'n'roll, tu vois. Il y avait un côté grand siècle, un peu décono sur les bords. Puis le président de l'Alliance française de Libracht, à un moment, disait c'est pas tout, on va quand même boire un coup. Puis il sort la production locale. Apparaît une bouteille avec l'étiquette collée un peu de traviole dessus, et les verres arrivent. J'étais oh là là, mon Dieu. Parce que, non pas que je suis bégueule, hein, je bois mon coup, mais enfin quand t'es en situation officielle, tu fais gaffe, quoi, parce que sinon on peut aussi se retrouver embarqué où tu finis par raconter des conneries. Mais j'ai eu le sentiment d'être dans la scène de la cuisine des tontons flingueurs, parce que ce qui est sorti de la bouteille avait un impact rapide, hein, tu vois. Alors pas sur moi, parce que très vite j'ai mis le verre du côté de la plante verte qui était près du meuble bibliothèque, mais mes accompagnants avaient moins de tension que moi. Donc quand on est reparti dans l'autre sens pour faire 80 km en 2 heures, ils étaient joyeux dans la voiture. C'est passionnant en tout cas toutes ces histoires. Mais tu vois, ça c'était l'Albanie, c'était, oui. Je pense au Monténégro, parce que moi j'avais une idée du Monténégro, j'y avais jamais été avant d'avoir été député, d'une ville, Podgorica, qui est pas la plus jolie, tu vois. Et on m'avait dit la côte est sympa, mais Podgorica n'est pas sur la côte, donc il faut faire un effort pour aller et passer la montagne, parce qu'entre Podgorica et la mer, il y a la montagne. Et donc je suis allé à Bar, tu vois, et remontant jusqu'à la frontière de la Croatie, en haut. Un 11 novembre, j'étais là-bas, 11 novembre 2016, et j'ai demandé à l'ambassadrice de France de me dire si je pouvais faire quelque chose. Et elle me dit, il y a un monument français à, je crois que c'était Herceg Novi, en haut. Et on va aller déposer une gerbe. Et alors je dis oui, tu vois. Mais
pas beaucoup cherché. On m'avait dit, oui, c'est un truc qui est fait par les poilus démobilisés en 2019. C'était un peu bizarre pour le 11 novembre, parce que 2019, c'est plus du tout la guerre, c'est déjà un peu la paix. Et puis j'avais du mal à situer ce que Monténégro en lien avec ça. Il y a le front d'Orient, mais c'était juste un peu étrange. On fait 2 heures de voiture dans un 4x4. Et on avait l'ambassadrice et moi 2 gerbes derrière, que j'avais pas vues. On m'a dit, ils sont dans le coffre. Puis on arrive au flanc de montagne, on monte sur un chemin, il n'y avait plus de goudron, c'était de la terre, là, il y avait des pentes pas possibles. Puis on arrive à une toute petite chapelle, puis je me dis, mais il n'y a pas de monument ici. Et en vérité, c'était une espèce de petit monticule d'1 mètre, 1,50 m, qui avait été sculpté par les poilus au tout début 2019, donc les gens démobilisés du front d'Orient, à la mémoire des soldats de l'armée napoléonienne, morts un siècle avant, un peu plus d'un siècle avant, sous le coup des Russes, face à l'Adriatique. Et donc c'était un truc à la mémoire des soldats de Napoléon, sculpté par les poilus, après la Première Guerre mondiale. C'était hyper tiré par les cheveux, mais c'était vachement touchant. Et l'ambassadrice avait fait venir tous les Français du coin. Alors, il n'y a pas des masses de Français au Monténégro, mais sur cette zone-là, qui est quand même super ensoleillée face à l'Adriatique, il y en avait quand même. Et puis, au moment où on allait commencer à regarder, entendre les hymnes, tombe une pluie pas possible, et puis on se dit, oh, on n'a toujours pas déposé les gerbes. Donc, le coffre du 4x4 s'ouvre et sort 2 gerbes en sapin, où le fleuriste avait peint en blanc, bleu et rouge le drapeau français. Et l'ambassadrice et moi, on s'avance sous une pluie battante, et la peinture foutait le camp. Et donc, on s'est retrouvés à poser les mains pleines de peinture, tu vois, face à ce monument construit par les poilus à la mémoire de l'armée napoléonienne. Puis on a entamé a cappella, parce que le micro fonctionnait pas, une Marseillaise. C'était totalement ubuesque. C'est le genre de truc que tu verrais dans les films de Kostunica, tu vois, des trucs un peu dingos, tu vois, et ça tombait bien que ce soit dans les Balkans occidentaux. En tout cas, t'as nommé mes 3 pays préférés dans les Balkans, Macédoine du Nord, Albanie et Monténégro. Oui, et puis je t'ai pas raconté pourquoi la Macédoine du Nord, parce que j'y suis allé la première fois en 2014. C'est l'un des pays où j'ai été le plus tard par rapport à mon élection. Et c'est le pays pour lequel j'ai eu le coup de cœur le plus immédiat. Tu sais, en 1 heure, tu sais que t'aimes bien. Et pas tellement Skopje, parce qu'avec toutes ces statues un peu dingo, des trucs comme ça, mais l'ambassadrice Laurence Sauer avait une sensibilité à l'égard du pays qui était hyper contagieuse. Et puis surtout, j'avais demandé à sortir de Skopje. Donc je suis allé à Bitola, tu vois. J'avais mis des sous sur la modernisation du cimetière militaire aussi. Il y a quand même 6000 Français là-bas, hein, quand tu prends ceux qui sont les pauvres dans l'ossuaire. Et puis je suis allé de nouveau 2 fois en Macédoine du Nord, dont une fois sur la route des Balkans au moment de la crise migratoire. Et ce moment-là m'a marqué, parce que j'étais à l'extrême pointe de la Macédoine du Nord, dans l'entrée vers la Serbie. Et la route était bloquée, et je voyais les gens qui essayaient de rentrer. C'était hyper touchant, puis choquant, tu vois, parce que mes enfants restent petits, mais alors à l'époque ils étaient super bébés, et j'avais face à moi des mamans avec des enfants au regard vide. Il y avait que des femmes ou des très vieux hommes et des très jeunes enfants, et qui essayaient de rejoindre en Allemagne, en Autriche, peut-être en Scandinavie, leurs hommes partis plus tôt, à travers la route des Balkans, qui, à la différence d'1 an avant, se fermait. Tout ça, c'était 2015, je crois. Et c'était vachement touchant. Et j'étais avec l'ambassadrice, et au retour, je pense qu'elle était aussi bouleversée que moi, et elle avait un avantage sur moi, c'est qu'elle parlait arabe. Donc, dans le camp de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge où on était, il y avait une équipe de télévision de la chaîne parlementaire qui m'accompagnait, et les enfants pensaient que c'était quelqu'un d'important, parce qu'il y avait la caméra, tu vois. Et partout où j'allais, il y avait des enfants qui couraient derrière moi. Et c'est l'un des moments les plus bouleversants, les plus humainement rudes que j'ai vécu comme député, parce que je me disais, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Est-ce qu'ils vont pouvoir passer en Serbie? S'ils arrivent à passer en Serbie, est-ce qu'ils iront beaucoup plus loin que la Serbie? Est-ce qu'ils verront
Est-ce qu'ils verront l'Allemagne? Est-ce qu'ils verront l'Autriche? Est-ce que les Hongrois, s'ils essayent de passer par la Hongrie, les laisseront rentrer? Moi, à mon avis, ils n'ont jamais pu arriver. Mais le regard vide des enfants. En plus, il n'y avait plus rien à manger depuis 3 jours dans le camp. Quand j'y étais, on leur donnait des biscuits parce qu'il n'y avait plus rien. Et de retour à Skopje, j'avais demandé une réunion des services de l'ambassade de France en disant c'est juste pas possible un truc pareil. Et envoyer ensuite un message au Quai d'Orsay directement depuis l'ambassade en disant on se doit de faire quelque chose. Tu vois, et ces moments m'ont mis la Macédoine du Nord au cœur. Tu vois, c'était pas que les Macédoniens, c'était aussi ceux qui passaient par là. Mais après, je m'y suis intéressé. J'ai été à Ohrid, tu vois, le lac d'Ohrid, enfin tous ces trucs-là. D'ailleurs, finalement, ces 3 pays me touchent peut-être même plus par leur paysage qu'ils ne me touchent par leur musée. Le lac d'Ohrid, puis ces lacs qui sont toujours frontaliers. T'as la frontière au milieu du lac entre la Macédoine et l'Albanie, le lac de Shkodër au nord entre le Monténégro et l'Albanie. Ce truc de route des Balkans, c'est presque trop employé parce que ça a été identifié sur le courant migratoire, mais ça veut dire aussi crapahuter dans les Balkans à la recherche de l'histoire de l'Europe. Et moi, je l'ai ressenti ainsi. D'où le surcroît d'affection que j'ai pour Robert Badinter, qui a quand même sorti ce pays de ce qui pouvait devenir une redoutable guerre civile par un outil d'orfèvre, en termes constitutionnels. Pas top, mais le mieux qu'on pouvait obtenir en 2001-2002, c'est quand même génial. Puis c'est des pays qui méritent tellement d'être dans l'Europe. Oui, tout à fait. Au niveau des habitants, en tout cas, après au niveau des politiques. Oui, tout à fait. Quand j'étais en Macédoine, j'avais reçu la première fois le Premier ministre Zaev, qui était à l'époque le leader de l'opposition, parce que c'était sous le précédent, j'allais dire, régime Gruevski, et qui avait souhaité pouvoir me voir, et c'était tendu, hein. Et j'avais dit bien sûr oui à l'ambassadrice, mais dans la résidence de l'ambassadrice et pas à l'ambassade de France. Donc et je me souviens de Zaev qui était arrivé, remonté mais humble, avec un peu abattu, tu vois. Ce truc m'a marqué parce que c'est le premier ministre du pays, tu vois. Aujourd'hui, alors qu'à l'époque il était à 2 doigts d'aller en tôle. C'est fou. Quand je rentrais à Paris, je racontais ces trucs-là à mes collègues. Parce que ils me regardaient comme un député des Français d'Europe. Donc pour eux, l'Europe, c'est des trucs qui tournent bien. Tu prends ton train, tu vas en Allemagne. Et non, quand tu glisses un peu plus loin que l'Allemagne, et tu vas vers le sud, sur la partie sud-est, tu rentres dans un super autre monde. Et la référence à l'état de droit, à la liberté, au cadre démocratique, c'est pas des choses qui vont de soi. Parce que l'histoire est là, tout simplement. Tout à fait. Et oui, on voit ça. C'est tout le problème, notamment avec la Serbie, où on voit Aleksandar Vučić, qui à l'époque de la guerre en Yougoslavie était proche de Milosevic, était même ministre de l'information. Il y a une photo qu'on peut voir sur Internet où il est pas loin de Jean-Marie Le Pen. Et aujourd'hui, c'est la seule personne avec qui l'Union européenne discute, alors qu'on sait très bien comment va la démocratie en Serbie, on sait très bien. Oui, bien sûr. Et plusieurs fois, moi, je me suis posé des questions comme ça, en disant, je rencontre des tas de gens, sauf à ce qu'on me dise qu'un tel est un criminel de guerre, tu vois, mais je refusais pas, a priori, de voir les gens. Mais je demandais quand même à mon équipe, à Cyril, en disant, regardez quand même qui. Alors, par chance, bien sûr, les services de l'ambassade de France qui nous aidaient à mettre en place les programmes m'envoyaient jamais dans des endroits dangereux ou rencontrer des personnes qu'il fallait pas voir, mais il m'est arrivé 2-3 fois d'avoir des réunions qui dérapaient ou changeaient, et je pense en particulier à une réunion en République tchèque où pendant la crise justement migratoire, on m'a fait rencontrer tous les groupes parlementaires ensemble. Et il y avait le numéro 2 de l'ambassade de France avec moi, pas l'ambassadeur. Et donc il y avait 2 gars d'un côté de la table et une bonne douzaine de députés de l'autre. Et la conversation se faisait avec un interprète. Et donc je parlais en français, il répondait en tchèque, et puis c'était simultané.
Et bien sûr, le sujet, c'était l'entrée des gens qui venaient de Syrie, d'Irak, à travers la route des Balkans, et le fait qu'ils n'en voulaient surtout pas. Et je me souviens d'une dame qui parlait en tchèque, euh, avec une manière véhémente, en me disant jamais, jamais, jamais. Et à un moment, parce qu'elle voyait que ça m'ébranlait, elle se penche vers moi, de l'autre côté de la table, et me dit en anglais, de ma vie, il n'y aura jamais que du sang slave qui coulera sur cette terre. Et avec un regard qui était transperçant. Et puis après la réunion, en marchant avec le conseiller vers l'ambassade, je lui dis mais cette dame, parce que je ne maîtrisais plus qui était de quel groupe, de quel parti est-elle, dans ma tête extrémiste, tu vois, puis le type me dit elle est membre du Parti socialiste. Et je lui dis que les partis dits de gouvernement, qui vont du centre-gauche au centre-droit, des socialistes à la démocratie chrétienne avec les libéraux au milieu, soient complètement pénétrés par un langage aussi crispé et clivant, dit beaucoup de l'angoisse de l'Europe et du défi qu'on a devant nous. Et ce moment m'a beaucoup marqué, parce que je revois cette dame qui me disait en anglais, avec un accent slave, pas possible, en disant jamais, jamais une goutte de sang autre que slave ne coulera sur cette terre, tu vois. Puis après, traverse le pont Charles. Non. C'est toute la problématique aussi en Albanie, où Edi Rama est élu depuis quelques années. Je crois qu'il est Premier ministre là-bas. Mais Oui. C'est pareil, c'est un pays aussi où les avancées démocratiques sont loin de ce qu'on peut attendre pour un candidat, en tout cas à l'adhésion à l'Union européenne. C'est vrai. Et puis surtout, il y a des vies politiques qui sont très, très clivées, très, très crispées. Tu vois, après ma vie parlementaire, j'ai été candidat au mandat de commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe et pour la France. Et c'est une élection que j'ai perdue à 3 fois rien du tout au dernier tour. Et j'ai rencontré chaque ambassade des 46 autres États membres que la France du Conseil de l'Europe, de même que les délégations de parlementaires siégeant à l'Assemblée parlementaire qui allaient voter pour finir. Et les Albanais sont ceux qui ont refusé de me voir ensemble. Mmh. J'ai dû voir la majorité d'un côté, l'opposition de l'autre. Parce qu'ils supportaient pas d'être ensemble dans la même pièce. Et je me disais, mais c'est juste fou, quoi. Et non, c'était impossible. Donc, moi, j'étais en campagne, je me disais, chaque voix compte. Tu vois, donc, j'ai fait 2 réunions au lieu d'une seule avec les Albanais, mais ce genre de truc n'est pas arrivé souvent. Mais dans le monde des Balkans, c'est moins vrai aujourd'hui dans la partie Pologne, République tchèque, Slovaquie, parce que les choses sont un peu rentrées dans l'ordre, mais plus au sud, ça reste rude. Oui. On va revenir un peu sur le voyage. Est-ce que tu as eu le temps, quand tu allais dans ces pays, est-ce que tu avais le temps de visiter aussi les pays? Est-ce que tu as eu des coups de cœur? Oh, malheureusement, j'avais jamais assez de temps, bien sûr, pour pouvoir le faire. Et j'essayais toujours de sortir de mon agenda 1 heure ou 2 pour pouvoir aller marcher dans la ville ou les villes où j'étais, ou très rarement visiter des musées, parce qu'un musée demande plus qu'1 heure ou 2 si on veut vraiment l'aimer. Et donc les souvenirs que j'ai, les coups de cœur que j'ai se rattachent plus à, comme je te le disais, à des paysages ou à des églises ou des lieux de culte, hein, des endroits qui auraient pu me marquer. Je peux t'en donner un, par exemple, qui est un monastère qui est celui de Visoki Dečani au Kosovo, qui est un monastère serbe, serbe orthodoxe, qui m'avait beaucoup marqué, beaucoup. Parce que l'ambassadrice de France à l'époque, Maryse Davier, avait souhaité que nous allions au contact de l'église serbe orthodoxe à l'intérieur du Kosovo, et je l'avais fait. Et j'avais été reçu par les religieux. Et après 1 heure de réunion qui était complètement politique, protégée par les forces italiennes, après j'avais dit, je vais quand même aller voir le monument à côté, mais il y avait des fresques du 14e et du 15e, enfin c'est des joyaux. Puis il y avait des mortiers à 1 kilomètre sur la montagne, il suffisait quitter un truc et le joyau était perdu, tu vois. Et ça, c'est des choses qui m'ont marqué. C'est ces petits coins, plus que des grands musées. Tu vois,
des lieux. J'ai eu la même expérience. J'ai plus le nom en tête dans un lieu de culte aussi de l'Église orthodoxe au nord de Skopje, sur la route de l'aéroport, qui est très très beau. J'avais rencontré un parlementaire avec l'ambassadrice de France. Il y a des endroits qui m'ont touché. Alors, un endroit qu'il faut visiter, mais qui est connu, c'est Auschwitz, en Pologne, où j'avais voulu aller pas en VIP, mais juste en simple visiteur. Il faut pas dire que c'est l'histoire de la Pologne, bien sûr, mais il se trouve que c'est là, tu vois, et c'est l'histoire de l'Europe. Et c'est l'histoire de l'extermination des Juifs d'Europe. Et ce moment m'a bouleversé. C'est le genre de choses, désormais que les derniers survivants de la Shoah disparaissent, comme Elie Buzyn il y a 2 ou 3 jours, qu'il faut vouloir aller découvrir. Un peu comme pas très loin de toi, la maison des enfants d'Isieux, tu vois. Tout à fait. Et j'ai voulu faire ça. Je suis allé dans des lieux de mémoire. J'ai fait pratiquement tous les cimetières du Front d'Orient durant mon mandat, en Bulgarie, bien sûr Skopje et Bitola, en Macédoine du Nord, Korça, en Albanie, cimetière français à Belgrade, des lieux qui te racontent à la fois l'histoire du pays, mais aussi l'histoire des Français dans ce pays. Mais pas assez par rapport à ce que j'aurais souhaité, tu vois, parce que je passais devant des musées en disant j'aimerais bien. Comment raconter aux électeurs que le député est parti 3 heures au musée sur son programme, tu vois. Et puis l'ambassadeur se dit mais qu'est-ce que c'est que ça, tu vois. Mais bon, j'avais envie. 1 ou 2 fois j'ai réussi, ou parfois c'était pas sur le programme, mais j'ai dit à personne, mais je suis allé quand même. Il faudrait faire les rencontres dans les musées directement. Mais oui, les rencontres, les conférences dans les musées. Tu vois, les Belges font ça pas mal. Tu vois, des conférences dans les musées, t'es entouré d'œuvres d'art, et Centre belge de la bande dessinée, c'est ça, tu vois, et ces choses-là, moi, je pense qu'on gagne à le faire. J'étais membre du jury du prix du musée européen de l'année au Conseil de l'Europe. Donc, c'était des trucs qui récompensaient des petits musées. Et je suis, depuis que j'ai quitté la vie publique, Europa Nostra, qui protège les joyaux architecturaux européens, et dans ces pays dont on parle, il y en a beaucoup, mais avec le peu de moyens, ça risque de tomber en ruine, ou c'est pas valorisé. C'est ces choses-là qu'il faut mettre en avant. Oui, tout à fait. Alors, est-ce que tu as une routine particulière quand tu voyages ou quand tu te rendais dans l'un de ces pays ? J'aimais bien goûter la cuisine du coin. Oui. J'ai essayé, ça marchait pas toujours parce que souvent je restais séjourner à l'ambassade de France où on mange français et boit français. Mais quand je pouvais, à l'occasion d'un déjeuner ou des moments où j'étais pas à l'ambassade, partir, j'essayais d'avoir une soirée, jamais seul, hein, c'était avec les gens du coin, pour aller découvrir la cuisine locale. Et ça, je trouvais ça génial. Parce que c'est un moyen aussi de rentrer dans la culture et d'échanger avec les gens. Alors, est-ce que tu as justement des lieux de sortie, ça peut être un musée, une salle de concert, un festival à nous conseiller sur l'un de ces pays ? La Hongrie, qui est pas le pays dont on parle en mieux, parce qu'on l'associe de trop à Viktor Orban, est un pays dont il faut visiter les musées. Et tous les musées de Budapest, il y en a beaucoup. Hein. Et ceux-là, moi, j'ai pas eu le temps d'aller les voir. Je pense à la partie de Pest, notamment, hein, où il y a le château. Et ça m'a manqué. Je recommanderais aux gens qui ont envie d'aller à la rencontre de la culture magyare de le faire et de pas se dire que c'est justement le pays de Viktor Orban, mais c'est le pays de beaucoup d'autres Hongrois que Viktor Orban, et d'aller voir ça. Je pense à Bratislava, tu vois, le château de Bratislava, des endroits comme ça. Alors j'ai eu la chance d'aller dans le château parce que j'ai fait partie de la délégation qui accompagnait le voyage, la visite d'État de François Hollande là-bas. Et donc j'ai pu visiter le château à cette occasion, et ça m'a marqué. Tu es sur les hauteurs de Bratislava, tu vois le Danube en bas,
et le sentiment d'être à la rencontre de ce qui furent deux Europes, quand même, pendant un bon bout de temps. Ça aussi, c'est chouette. Les églises de Prague, toutes, si on a le temps. Alors je retourne à Prague à la fin du mois de juin pour une réunion professionnelle, et avec un peu plus de mou dans mon agenda que celui que j'avais comme député, je vais essayer d'en profiter pour aller voir l'un des musées. Mais c'est vraiment d'aller, pour moi, au contact de la réalité locale, et de se laisser porter par les pas dans les rues ou les campagnes. C'est ces trucs-là, tu vois. J'ai le souvenir d'un voyage que j'avais fait en avion vers Podgorica, et puis ensuite je faisais Kosovo et Macédoine du Nord en auto. Et les ambassadeurs avaient mis une voiture à ma disposition, ils me déposaient au poste frontière du pays d'après, où venait me chercher le chauffeur de l'autre ambassadeur, et donc j'ai remonté le Monténégro rural et montagneux en direction du Kosovo, où personne ne va, parce que les gens vont sur la côte. Et cette partie-là était vachement chouette. Tu vois, il y avait d'ailleurs, on voit ça apparemment dans James Bond. Tu as des trains avec des grands viaducs, et puis une nature qui était mais intouchée. Et une ou deux fois avec le chauffeur, il me dit, vous voulez vous arrêter pour regarder? Et on avait le temps. Et on s'est arrêté, j'avais pris des tas de photos. Et comme peu de gens vont en vacances par là-bas, ou prennent le temps d'aller là-bas, le sentiment d'être presque porteur d'images au retour, en disant, vous savez, le Monténégro, c'est pas juste une bande côtière de 100 kilomètres, c'est un arrière-pays, de la même manière que le Kosovo ne se résume pas à Pristina. Et la Macédoine à Skopje, il faut aller voir Ohrid, il faut aller voir Bitola, faut prendre le temps au bord du lac, manger ce qui sort du lac, tu vois, et avoir la plus grande porosité avec la culture et la société de ces pays. Oui, je me souviens, moi aussi, j'avais pris un bus une fois entre Podgorica et Sarajevo. Donc on était passé par les petites routes montagneuses du parc Durmitor au nord du Monténégro, et c'était magnifique, vraiment. Les paysages sont à couper le souffle. Et une année aussi, l'année où j'étais parti quelques mois dans les Balkans, j'ai un ami qui m'avait rejoint en Albanie. On avait pris une voiture de location pour vraiment faire tout le Monténégro, donc entre le lac Skadar et puis les montagnes de Durmitor, mais aussi la côte avec Kotor, et c'est un pays magnifique, vraiment, le Monténégro. On a tout concentré dans un seul pays. Ouais, c'est vrai. Alors, donc on va revenir sur la gastronomie locale. Est-ce qu'il y a un plat typique qui t'a marqué et que tu pourrais nous conseiller? Pas vraiment. Pas vraiment, parce que moi, j'ai à peu près tout découvert. Il n'y a pas un truc qui s'est détaché. J'ai essayé de gérer ça avec l'aspect liquide aussi, tu vois, parce que c'est des pays qui ont des productions. Je te racontais ce qui s'est passé. Je suis allé à Librage, mais enfin, c'était pas les tontons flingueurs à chaque fois non plus. Et c'est la combinaison de ça. Tu vois, y compris Raqqa, hein, tu vois, la visite à la basilique, au lieu de culte serbe orthodoxe en Kosovo, à 10 heures du matin, c'était café et Raqqa. Et même un deuxième. Parce que je me souviens que l'ambassadrice avait dit, non, vous savez, mon père, moi non, et le député, oui. Donc, et donc, quand j'ai vu les fresques, j'étais un peu joyeux, tu vois. Donc, c'est ces choses-là, tu vois, ce qui me marquait, c'était notamment les légumes. Souvent, on s'attache aux viandes, aux trucs qui sont cuisinés, mais c'était des légumes grillés, c'est des trucs très gustatifs. Je pense notamment à la Bulgarie en particulier pour ça. Et d'un déjeuner à Plovdiv, dans un musée pour le coup, qui m'avait beaucoup marqué, parce que l'année d'après, Plovdiv allait être la capitale européenne de la culture. Donc ils avaient fait super attention que pour ma visite, j'ai les choses locales. Et c'était la diversité des goûts qui me touchait beaucoup. Et puis surtout, il fallait être curieux. Tu vois, donc,
Même si j'ai mes petites préventions, tu vois, je mange pas de fromage, c'est un peu gênant pour français, et puis surtout il y a plein de trucs à fromage là-bas, donc il y a des choses que je devais malheureusement éviter, mais c'était des trucs super et qui t'écartent des plats classiques. C'est pas parce que tu vas en Hongrie que tu dois manger uniquement de goulash, tu vois. Ouais. Et il peut y avoir autre chose. On peut te faire goûter. Ça me faisait de la peine parce que je suis pas végétarien. Enfin, la viande, je fais un peu gaffe. Quand on m'a fait manger un jour une chèvre, ça m'a un peu fait de la peine. C'était pas mauvais en même temps. J'ai encore un souvenir qui me revient quand tu parles de rakia. En 2015, du coup, quand j'avais fait cette visite à Kraljevo, donc il y a un partenariat, une coopération entre Sainte-Foy-les-Lyons et la ville de Kraljevo. Donc on avait été accueillis sur place par des personnes de la mairie qui nous avaient organisé tout un séjour, enfin des visites de monastères, etc. Et chaque fois qu'on allait dans un monastère, on était bien reçus, on nous offrait aussi le rakia. Et moi, c'est ce qui me marque dans ces pays-là, c'est la gentillesse des gens. Oui, tout à fait. La générosité des gens. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qui demeure en toi complètement. Hein. Ouais. C'est la bonté déjà. Mmh. Tu vois, Tout à fait. Qui n'attendent des gens se rien en livrent, retour. Mmh. rien en retour. Et ça, pour moi, c'est l'un des éléments distinctifs du sud-est européen. L'attente, l'espoir que représente notre présence, mais la sincérité de l'échange. Mmh. Et la gentillesse qui l'accompagne avec ce qu'on nous fait boire, manger, tu vois, non, c'est chouette. Oui. Alors justement, est-ce qu'il y a une rencontre qui t'a marqué pendant ton mandat? Il y en a eu beaucoup. Hein. Je suis en train de me dire, est-ce qu'il y en a une qui se détache? Je pense à des Français qui... Il y avait par exemple en Herzégovine, du côté de Mostar, un Français, je crois qu'il était de Pau, un monsieur déjà retraité, qui s'était installé pour une partie de l'année au sud de Mostar, donc descendant vers l'Adriatique, vers le petit coin de Neum, tu sais, qui touche la mer, et qui s'était mis à faire des confitures. Et parce que l'Herzégovine est riche en fruits. Et il a été victime de son succès. Et ses confitures s'arrachaient. Il n'y a plus assez de fruits. Et on parlait des confitures de ce monsieur jusqu'à Sarajevo. Et ce truc est pour moi absolument incroyable. Et j'ai souvent parlé de ça quand j'étais député. Et quand je rentrais à Paris, où souvent mes collègues en termes de développement économique français parlaient de on va vendre un Airbus, on va vendre des Rafales. Et puis moi j'étais avec mes pots de confiture. Parce que le gars m'en avait offert en plus en disant regardez, je vous ramène de la confiture de Bosnie-Herzégovine. Mais c'était un type passionné. Passionné, qui n'avait jamais imaginé en prenant sa retraite en Herzégovine qu'il allait terminer industriel en confiture, tu vois. Et ça, c'est des moments qui m'ont marqué. Puis il y a des moments tristes aussi, mais dont on se doit de parler. Les disparitions de gens et les familles qui cherchent et qui cherchent des années et qui trouvent pas. Et j'ai eu comme ça des contacts. Alors, ils étaient téléphoniques. Je pense pas avoir vu physiquement les gens, mais une maman qui avait perdu son fils dans un parc de la République serbe de Bosnie. C'était un jeune homme qui faisait de bonnes études et je pense qu'il y avait une certaine dimension bizutage quand il rentrait dans son école, d'aller faire quelque chose d'un peu rock'n'roll dans un endroit lointain. Il était allé camper dans une partie de la République serbe de Bosnie, dans un parc. Il a planté sa tente, puis il est parti faire un tour, et puis on l'a plus jamais vu. Et quand on s'est inquiété, on a retrouvé la tente avec toutes les choses bien rangées dedans, donc rien n'avait été dérobé, tu vois. Et on n'a jamais trouvé sa trace. Et la probabilité est qu'il soit tombé dans le relief escarpé, et qu'ensuite il ait fini dévoré par les animaux qui vivent là, notamment les ursidés, tu vois, mais la maman, elle me touchait beaucoup parce qu'elle me parlait, m'appelait, elle m'écrivait, les avocats aussi. Il y a aussi une autre fois
une jeune femme malentendante qui a disparu dans le sud de Zagreb, dans la partie de la Croatie qui touche la Bosnie, où il y a un parc Plivice, voilà, je dis ça, où on retrouve son sac dans une maison abandonnée, et puis on l'a plus jamais vu aussi. Et c'est le relief, on ne peut pas imaginer des enlèvements de gens qui n'ont aucune raison d'être enlevés. C'est le relief, c'est le danger, ces choses-là m'ont touché parce que dans l'affection qu'on a, tu vois, toi et moi, pour ces pays, il y a une part de danger dont on est conscient, mais qu'on a peut-être tendance à réduire tellement on aime ces pays. Et il faut pouvoir le rappeler, en disant c'est pas comme aller se promener sur les bords de la mer Baltique, du côté tu vois, de Schwerin ou autre. Non, c'est pas pareil. Sillonner le long des côtes du Monténégro ou la partie sud de la Croatie, c'est aussi prendre des risques de se retrouver à des vallées terminées dans la mer, tu vois. Ces choses-là font partie des risques, et j'ai géré des moments de grande peine auprès de personnes qui avaient perdu un proche et qui n'ont jamais retrouvé. Et après, j'ai eu des rencontres qui étaient juste incroyables, hein, tu vois. Je vais t'en citer une, mais ça fait un peu name dropping, donc c'est peut-être pas très représentatif, mais en 2013, Jean-Marc Ayrault fait un voyage en Autriche comme Premier ministre et m'invite comme député de la circonscription, donc part en avion. On est reçu à l'ambassade de France à Vienne, on a des rendez-vous avec les partis politiques et groupes parlementaires autrichiens, les milieux économiques, longue journée, et puis la première journée s'achevait par une soirée à l'opéra, très viennois. Et un truc de Mozart qui durait 4 heures, tu vois, donc bien, mais long. Et l'ambassadeur avait dit, après ça, il y aura un petit truc à manger. Puis moi, je me disais, mon Dieu, à quelle heure on va bouffer, tu vois, mais bon, j'aime aussi Mozart, donc c'était bien. Puis on va manger, c'est un truc tout simple. Une petite salle pour nous, il y avait l'ambassadeur, son épouse, le Premier ministre, moi, 2-3 ministres. Et il y avait 2 places vides. On commence à manger, 2 places étaient vides. Et à un moment, la porte s'ouvre. Il y a quelques marches pour descendre dans l'endroit où on était, et il y a Placido Domingo qui descend les marches. Et écoute, ce truc, mais ça te tétanise. Tu vois, t'as quasiment la plus grande star mondiale depuis la disparition de Pavarotti, tu vois. Et Placido Domingo chantait dans un autre théâtre de Vienne. Comme l'ambassadeur était mélomane, il avait réussi à établir le contact en disant, après votre chant, venez manger avec le Premier ministre de la France. Et je me suis retrouvé face à Placido Domingo pendant 2 heures. Et t'imagines ce truc, tu vois. Et on a fait une photo, bien sûr, que j'ai envoyée à ma belle famille espagnole, qui comprenait pas ce que je fabriquais avec Placido Domingo en Autriche, tu vois. Mais c'est des moments qui sont magiques, qui restent. Alors, quel conseil tu donnerais à une personne qui souhaite partir dans ces pays ? De faire attention, pour revenir à ce que je disais il y a juste une minute, de se laisser porter par la passion, il faut, mais de rester vigilant sur les aspects sécurité. Tu vas pas aller dans des endroits seuls, paumés, même si on est en forme et qu'on est, tu vois, en situation de contrôle, il y a des trucs qui peuvent survenir et qui malheureusement peuvent être rudes. Mais c'est surtout d'oser sortir des chemins battus. Cependant, tu vois, d'aller vers les petites villes, sortir des capitales, ne pas aller simplement dans les 2-3 musées qui comptent, mais aller voir la richesse de la Slovaquie intérieure, le monde des forêts, tu vois, oser s'écarter de Budapest ou du lac Balaton pour aller voir autre chose de la Hongrie, visiter les Carpates. Pour moi, ça c'est le poumon vert de l'Europe, comme on l'appelle, mais en termes de coup de cœur naturel, c'est la chose qui m'a le plus touché. Mais quand on va à la rencontre de la nature, c'est prendre le temps de la nature. Donc, ne pas aller là-bas avec un agenda trop dense. Et l'amender au dernier moment. Oser monter dans un bus alors que c'était pas du tout prévu, tu vois, et aller voir les petits coins authentiques.
Parce que il y a une forme de gentrification quand même des capitales des pays d'Europe de l'Est et des Balkans occidentaux qui fait que tu peux voir parfois des trucs qui ont un look de village Potemkin. Et il faut aller de l'autre côté du décor. Et encore plus loin que le décor, parce que là tu tombes sur la vraie vie et sur ces choses qui te racontent l'histoire du pays et de l'Europe d'une autre manière, et en tout cas beaucoup plus authentique. Ça, c'est ce que je recommanderais. En disant, si vous allez en Bulgarie, n'allez pas qu'à Sofia. Allez aussi ailleurs. Si vous voulez aller voir la Serbie, sortez de Belgrade. Il n'y a pas que Belgrade en Serbie. Et si vous pensez que la Bosnie se rattache uniquement à Sarajevo, vous avez tout faux. Faut aller à Banja Luka. C'est pas parce que c'est la République serbe de Bosnie qui a une réputation un peu compliquée. Faut aller voir ça. En faisant gaffe, parce qu'il y a des endroits où il y a des mines toujours, tu vois, mais prendre le temps, prendre vraiment le temps. Et surtout, quand on va dans ces pays-là, en parler. Pas garder pour soi. En parler, prendre des photos, les partager sur les réseaux sociaux, écrire, tenir des blogs ou écrire des articles de journaux, des trucs, partager pour que ce soit contagieux, pour que ça donne envie davantage encore. Alors justement, c'est parfait pour la question suivante. Donc ça fait longtemps que je te suis aussi sur les réseaux sociaux. Je vois que tu aimes beaucoup écrire. Elle te vient d'où cette passion ? Bon, la passion de l'écriture, je pense que c'est un peu depuis petit. Hein. Parce que j'ai pas le souvenir d'un moment où je me suis dit j'aime écrire. J'ai toujours écrit. J'ai probablement eu la chance d'avoir des parents qui étaient enseignants et qui m'ont encouragé dans l'écriture. Même si ça n'a jamais été dit ainsi, tu vois. Ils m'ont jamais dit écris, mais ils étaient contents que j'écrive et que je lise. Et puis j'ai fait un stage, plusieurs stages même d'ailleurs, à la fin de mes études comme journaliste, dans la presse quotidienne régionale bretonne, pour être précise, le Télégramme de Brest. Et ça m'a mis le pied à l'étrier sur comment écrire. Parce qu'il y a une différence entre aimer écrire et écrire. Parce que on peut écrire des choses qui nous parlent à nous-mêmes mais qui sont difficilement partageables, parce que difficilement lisibles, tu vois. Et comme journaliste, j'ai beaucoup appris au contact de vieux de la vieille à l'époque, tu vois, des gens qui me rendaient facile 40 ans, mais qui savaient comment parler à des lecteurs. Et donc, la simplicité des mots, éviter la pédanterie dans l'expression, se dire que les gens n'ont pas le temps d'aller lire 4 pages, donc il faut écrire plus court. Et puis après, peu à peu, je suis devenu une espèce de reporter de mes propres passions. Et quand j'ai pu ouvrir un blog, je l'ai fait. Alors, à l'époque, c'était 2009-2010, je l'ai fait à des fins politiques. C'était pour lancer ma candidature comme candidat à l'Assemblée nationale. Puis après, ce blog m'a servi comme site quand j'étais député, mais quand j'ai cessé d'être député, je l'ai fermé. Mais je l'ai pas fait disparaître. Et j'ai eu peur à un moment de ce que tout s'en aille, parce que tout était archivé. Et j'ai réouvert le blog et je me suis dit que cette espèce de diète que je m'étais infligée était d'une imbécilité profonde, parce que il y avait un truc qui rageait en moi de plus pouvoir écrire et partager. Et donc j'ai réouvert ce blog en 2019, et puis maintenant je raconte des trucs qui ont plus grand chose à voir avec la politique, mais mes passions personnelles, la découverte d'endroits où j'aime aller, ce que ma vie est devenue depuis mon retrait de la vie publique. Le but est simplement de partager, d'espérer recevoir en retour des questions, des espoirs, des attentes, des critiques aussi, parce qu'elles font évoluer, et d'apprendre aussi des gens qui m'interpellent. Tu vois, à travers mon blog, j'ai rencontré des femmes et des hommes de lettres dont j'aurais jamais imaginé que j'aurais pu croiser la trace. Éric Fotorino, l'ancien patron du Monde, qui est un romancier remarquable, que j'essaye d'entraîner dans l'Institut français, d'ailleurs, c'est l'une des choses qu'on essaye de faire ensemble. Partager des passions. Il y en a une qui fait sourire pas mal de mes amis, qui est celle du vélo, dont je parle abondamment. Mais
je me suis dit que finalement, à l'âge que j'ai aujourd'hui, j'ai plus d'inhibition complète. J'aime la bicyclette, le côté un peu mimile. Je suis sur les bords de route du Tour de France et je fais très modestement et mal du vélo moi-même, mais j'en fais, tu vois, et j'en parle. Le monde ardennais où tu me trouves là aujourd'hui est un monde de Liège-Bastogne-Liège. La course, elle passe à 3 km d'ici. Alors, j'ai pas amené mon vélo cette fois-ci parce que j'avais pas le temps, mais sinon, je le prends et je vais monter ces trucs à 15% par moment et je me dis, des gars qui font ça 250 km une fois par an, ils ont du mérite parce que moi, au bout de 20 bornes, j'ai plus de jambes, tu vois. Donc, et j'essaye de partager ça à travers l'écriture, à travers la photo aussi un peu. Puis je relais mon blog sur les réseaux sociaux, à travers Facebook beaucoup, Twitter, LinkedIn en fonction des sujets que j'aborde. Et puis ça crée un réseau, c'est référencé à travers les moteurs de recherche. Ça m'a aidé même quand j'ai quitté la vie publique parce que mes écrits, de manière surprenante pour moi, étaient connus. J'avais écrit sur des choses qui m'apparaissaient totalement anodines et qui avaient touché des gens qui s'en souvenaient. L'écriture, pour moi, n'est pas un renfermement, c'est une ouverture. Et c'est de pouvoir partager et d'apprendre jusqu'au dernier jour. Tu vois, jusqu'au bout. Aussi longtemps qu'on tient une plume ou qu'on peut mettre 3 doigts sur un clavier, il faut. Alors, comment est-ce que tu prépares tes voyages ? Alors, je les prépare en lisant. J'essaie de me trouver toujours 1-2 bouquins qui parlent des coins où je vais. Pas forcément des guides touristiques, hein, d'ailleurs. Ça peut être des romans, des choses qui ont marqué un pays. Cas d'arrêt, quelque part, te conduit sur certaines contrées qui nous sont chères, tu vois. Mais pas seulement lui. Et donc c'est à travers la littérature beaucoup que je prépare les voyages. Je cherche parfois aussi à travers Internet des informations là pour pouvoir imaginer de voir des lieux et comme je voyage maintenant moins seul que je ne l'ai fait puisque mes enfants et mon épouse m'accompagnent, j'essaye aussi de trouver des choses qui leur parlent à eux et pas simplement à moi, tu vois. C'est certain que je vais pas traîner ma famille dans les cimetières militaires, mais encore que une fois, à la demande de mes enfants, ils ont voulu en voir un et je leur ai montré. Mais bon, c'est pas le genre de choses qui est complètement excitant. Donc j'essaie toujours de trouver un joli petit resto qui leur fera découvrir la gastronomie locale, parce que c'est plus agréable aussi de le faire ainsi. Tu vois, demain, par exemple, là je suis dans le sud de la Belgique, comme la semaine de vacances de l'Ascension de mes enfants va jusqu'à dimanche. J'ai réservé un petit Airbnb pour 3 jours dans la Meuse française, donc de l'autre côté de la frontière, parce que mon fils de 10 ans veut revoir le champ de bataille de Verdun. Et donc je vais refaire guide. Alors, ils sont venus avec moi pour, comme je le disais, pour les 100 ans de la bataille il y a maintenant 6 ans, 2016. Ils étaient petits. Ça les a marqués parce qu'il y avait les drapeaux, les hymnes, mais le lieu, moins. Alors que demain, on va aller voir ce qui reste des tranchées, Douaumont, la ville de Verdun elle-même, la voie sacrée, tu vois, toutes ces choses qui sont un partage, qui sont une transmission. Et je tiens à ça. Donc j'essaie aussi, voyageant maintenant, de rechercher l'élément de transmission du savoir et des passions vers mes enfants. Et donc ça oriente les choses que je lis. Moi, en allant vers Verdun, ils sont bien trop petits pour pouvoir lire Dorgelès, tu vois, ou Le Maître. Mais dans quelques années, oui. Ou Genevois, tu vois, mais peut-être. J'essaye de les conduire vers ça. C'est mon rôle de père, tu vois, et puis comme mes enfants sont aussi espagnols, de faire le pont entre les deux cultures, les deux histoires, les choses qu'il y a en commun et celles qui ne le sont pas. Leur expliquer. Et donc je le fais beaucoup par les livres, pour la préparation des voyages, parfois par un film ou deux aussi que j'essaie de voir. Les films de Wajda en Pologne, moi, ils m'ont imprégné pendant toute mon enfance, non, la partie étudiante quand j'étais à Sciences Po. Et à ce jour, à chaque fois que je vais en Pologne, j'ai Wajda dans la tête. Maintenant, je suis un peu vieux, tu vois, ça ferait rigoler beaucoup de jeunes Polonais probablement, mais ça m'est resté. Chronique des événements amoureux
qui est un film tiré du bouquin de Tadeusz Kandinsky. C'est le top 10 de ma littérature. Et qu'est-ce qu'on peut retrouver dans ton sac à dos lorsque tu voyages? Des livres. Des livres, de préférence de poche, parce que sinon ça prend trop de place. Un peu écorné pour finir, d'ailleurs, parce que le sac à dos est bien dense. Et toujours un appareil photo. Oui. Alors maintenant, il y a aussi des iPhones, tu vois, mais moi je suis pour le coup, un vieux journaliste qui se promène avec son vieux réflexe. Donc j'ai toujours mon appareil avec un grand angle et puis un zoom. Ça fait vieux schnock quand je déballe mon matériel, parce que les gens sortent un iPhone 10 et ils font une meilleure photo que moi avec tout mon truc. Mais j'aime bien aller chercher la photo, la chasse d'images. Donc mon sac à dos est gonflé et un peu tordu par la présence de l'appareil photo et des bouquins. Alors tu nous parlais de Varda. Est-ce qu'il y a une série, un film, une vidéo ou un livre qui t'a donné cette passion pour le voyage? Rien en particulier, mais pour parler de notre monde, notamment des Balkans occidentaux, c'est quand même beaucoup Albert Londres. Les écrits d'Albert Londres, pas nécessairement un bouquin, mais le témoignage d'Albert Londres, qui m'ont beaucoup marqué. Donc tu as cette partie début du 20e, la dimension années 10, années 20, la montée des périls. Alors ça c'est après Albert Londres, mais quand tu le lis bien, tu sens que c'est jamais loin. J'ai relu Albert Londres au début de mon mandat de député. Et quand j'allais en démarrant de Belgrade et en allant plus bas et vers la mer, j'avais Albert Londres en tête, bien sûr. Sinon, c'est d'avoir lu la littérature allemande qui m'a fait aimer, peut-être d'abord pour cette raison, l'Allemagne. Certains films aussi. Tu vois, je te parlais de Chronique des événements amoureux que j'ai vu dans un cinéma de Paris. J'ai lu le livre après. Dans un cinéma de Paris, seul. Il y avait personne, il n'y avait que moi dans la salle. Et au début, je me disais, qu'est-ce que je fais là? Et pourquoi je suis venu voir ce film? Le titre avait l'air un peu cucu, en plus. Et le film m'a embarqué dans une espèce de maelstrom d'émotions. Et 35 ans après, ça me touche toujours. J'ai retrouvé le DVD du film à la librairie polonaise de Paris il y a 2 ans, et j'ai mis 1 an à pouvoir aller l'acheter, parce qu'il y a eu le Covid qui est tombé quand je l'ai commandé. Donc ils me l'ont gardé, j'avais peur qu'ils vendent le truc, parce que c'était épuisé. Et donc c'est sous-titré dans un mauvais anglais, c'est en polonais, je parle pas polonais, mais les seules images me bouleversent encore. Si je te dis le mot Haïdé, ça te fait penser à quoi? C'est l'invitation au voyage, c'est tout ce que tu fais, ce que vous faites, qui vous amène à lister tout ce qui va depuis l'Estonie jusque tout en bas, et qui est un appel aux jeunes, d'où qu'ils viennent, d'aller voir ces pays-là, voir ces sociétés, voir ces musées, ces réalisations économiques, et surtout le dynamisme de la jeunesse là-bas, qui a besoin de ces rencontres. Ouais, il y a des pays qui se portent mieux que d'autres. Hein. Tu vas vers le monde de l'Estonie, tu as une pêche pas possible dans notamment la création numérique. Puis tu vas en Bosnie, les jeunes foutent le camp. Donc, ce monde-là n'est pas du tout homogène. Et Haïdé, c'est de nous amener vers là. Nous amener physiquement, j'espère, mais aussi par la pensée, par ce que vous mettez en ligne, par ce que vous écrivez, par les photos que vous montrez. Enfin, tout ça, c'est une super initiative. C'est ce qu'on essaye de faire, en tout cas. Merci. Et du coup, pour finir ce podcast, est-ce que tu as une recommandation à nous faire? Qui peut être une chanson, une chaîne YouTube ou n'importe quoi. Oui, alors ça va être une chanson. D'accord. Qui pour moi est intemporelle. Elle date des années 70, les Belges, j'allais dire 70 parce que je suis en Belgique. C'est Le Sud de Nino Ferrer.
euh, parce que on est toujours au sud de quelque chose. Et parce que le sud, on en donne chacune et chacun une définition différente. Et parce que dans cette chanson-là, quand on va au bout de la chanson, dernière 30 secondes, ça se termine par, il y a une parole de Nino Ferrer, on sait qu'il y aura la guerre. Il y a ça dans la chanson. Et il y a la guerre en Europe, en Ukraine. Et l'Ukraine, c'est l'Europe. C'est pas aux portes de l'Europe. C'est en Europe. Et il faut savoir, en écoutant le Sud, que cette chanson, qui date d'il y a bientôt 50 ans, elle est plus que jamais actuelle. Et c'est ça que je recommanderais. Écouter cette chanson qui dure 3-4 minutes d'un grand artiste, qui, à mon avis, a dû être prise dans d'autres langues, d'ailleurs, avec cette mélodie qui reste dans la tête longtemps. Partir à l'aventure en écoutant le Sud. C'est ça que je recommande. Très bien. Merci beaucoup, Pierre-Yves. Merci à toi. C'était passionnant. On a 1h30 de podcast, mais c'est vraiment passionnant. Merci, merci beaucoup et à bientôt. À bientôt. Merci. Pour conclure, je souhaite dire un grand merci au groupe slovène Nowhere de nous avoir gentiment prêté leur musique Colors. Vous pouvez les retrouver sur toutes les bonnes plateformes de streaming. Merci encore à notre invité pour cette belle histoire. Merci à vous toutes et tous de nous écouter. Abonnez-vous à nos réseaux sociaux, AID Radio et AID.fr. On attend vos likes et partages. En attendant le prochain épisode, n'hésitez pas à réagir à ce podcast en nous donnant vos bons plans. On se retrouve la semaine prochaine. À bientôt! Feel the cement